l'état civil, l'identité, je crois, constitue un droit élémentaire pour l'enfant. Chaque enfant qui naît a droit à une identité, a droit à un nom. Mais voilà que malheureusement, des centaines, voire des milliers d'enfants en sont privés tous les jours. Et notre département n'est pas en reste. C'est la raison pour laquelle, conscient de l'importance que revêt cette thématique, conscient du danger que constitue la non-déclaration des enfants à l'état civil, Dieu seul sait combien d'enfants, combien d'adultes aujourd'hui se voient déchus de leurs droits à cause de négligence commise par leurs parents, à cause parfois aussi de fraude à l'état civil. Et aujourd'hui, alors qu'ils sont adultes, prêts à entrer dans la vie active, ils échouent devant les opportunités qui se présentent à eux, faute d'un état civil fiable ou faute tout simplement d'état civil. Donc c'est une problématique essentielle, l'état civil. Et tous les acteurs doivent en être conscients. Honorables invités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour la célébration de la Semaine de l'Enfant, jumelée à celle de la Journée de l'Enfant africain qui commémore le massacre des étudiants de Soweto du 16 juin 1976 parce qu'ils manifestaient tout simplement leurs droits. Chers enfants, à qui cette journée est particulièrement dédiée, je vous prie d'écouter attentivement tous les messages qui vous seront livrés. Que ces messages puissent être un livre de chevet pour vous permettre de mieux vous défendre et d'exiger le respect de vos droits à vos parents, vos amis et à tous. Je ne peux terminer ces mots sans réitérer mes sincères remerciements à l'endroit du staff du CDPE qui, en si peu de jours, a rendu possible cette importante manifestation, malgré le peu de moyens dont il dispose. C'est pour moi un honneur d'être choisi pour parler au nom de tous les enfants du département. La journée qui nous rassemble aujourd'hui revêt un caractère particulier en ce sens que c'est un moment privilégié d'échange et de communion des acteurs de la protection sur les questions touchant à l'enfance. Monsieur le préfet, les enfants du département souhaitent que le droit soit respecté. Pour ce faire, les parents doivent enregistrer dès la naissance leurs enfants. Car le premier droit d'un enfant est de disposer d'un acte d'état civil. Nous demandons également que soit mis fin à toutes les formes de violence faites aux enfants. Abus sexuels, mariage forcé, service corporel. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a bénéficié de la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de rééquilibrer les budgets des universités. J'aime rappeler que depuis 2005, les budgets des deux premières universités, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université Gaston Berger de Saint-Louis, étaient déséquilibrés. L'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université Alioune Diop de Bambey, l'université de Thiès ont aussi après suivi la même situation. C'est un déséquilibre donc depuis plus d'une décennie des budgets. Les 2 dernières années, des efforts importants ont été faits. Si nous prenons une université comme Cheikh Anta Diop, c'est plus d'une dizaine de milliards qui ont été ajoutés à son budget de fonctionnement. L'université Assane Seck aussi a vu son budget augmenter. Cette année, 2017, c'est plus de 500 millions qui ont été rajoutés à son budget. Les autres universités ont eu des augmentations similaires, de même que les œuvres sociales. Et cet équilibrage va se poursuivre en 2018, 2019, et nous espérons qu'au plus tard en 2020,
le budget de chaque université sera équilibré. Donald Trump le martèle depuis des mois, l'accord de rapprochement avec Cuba ne peut pas rester en l'état sous sa présidence. S'il ne s'agit pas de faire table rase des mesures mises en place depuis fin 2014, comme le rétablissement des relations diplomatiques, le président américain devrait annoncer un certain nombre d'ajustements. Parmi ceux-ci, l'interdiction des transactions avec les entreprises contrôlées par l'armée cubaine, omniprésente dans le secteur du tourisme. Mais pour les professionnels cubains, cette mesure empêchera de nombreuses compagnies américaines de faire des affaires sur l'île. Les militaires détiennent toutes sortes d'entreprises, du transport des bagages dans les aéroports à la fourniture de biens et de services pour les navires de croisière, les autobus, les voitures, à la location, les hôtels, etc. Ils sont présents dans l'ensemble de l'économie. Donc, si vous ne pouvez pas faire d'affaires avec les compagnies militaires, vous ne pouvez pas faire d'affaires à Cuba. Pour l'administration Trump, ce durcissement de la politique est nécessaire au nom de la défense des droits de l'homme. Si nous voulons maintenir le côté bénéfique de cette relation, Cuba doit absolument commencer à s'attaquer aux questions des droits de l'homme. Le président américain devrait également annoncer de nouvelles restrictions sur les voyages vers l'île communiste. Là encore, cette mesure inquiète les Cubains, qui ont vu leurs revenus augmenter grâce aux touristes américains. 85% de nos clients sont américains. Avec leur pouvoir d'achat, ils sont les rois du monde, comme on dit. Alors si Trump décide de réduire le nombre de touristes, ça va entraîner le chaos, car nous vivons de ça. L'année dernière, plus de 600 000 Américains ont visité Cuba, soit une augmentation de 74% en un an. Au total, le tourisme a rapporté près de 40 millions de dollars aux entrepreneurs privés de l'île. Alexis Tambwe Mwamba, le ministre congolais de la Justice, sur ces images, visé par une plainte en Belgique. Il est poursuivi pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité présumée dans le crash d'un avion civil abattu lorsqu'il dirigeait une rébellion en République démocratique du Congo. La plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 16 mai par plusieurs plaignants. En 1998, la RDC est en pleine guerre. L'armée du président Laurent Désiré Kabila affronte les rebelles du RCD soutenus par le Rwanda. Le 10 octobre 1998, un Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines est abattu par un tir de missile. À bord, une cinquantaine de personnes. Alexis Tambwe Mwamba, alors responsable politique du RCD, avait revendiqué l'attaque affirmant que l'avion avait à son bord 40 militaires et du matériel de guerre. Une version qui avait été démentie par la compagnie aérienne qui soutenait que l'avion avait des civils à son bord. Cette affaire intervient alors que les relations se sont tendues entre Kinshasa et l'Union européenne après que l'UE a décidé fin mai d'infliger des sanctions à 8 responsables de l'appareil sécuritaire congolais. Au Nigeria, l'État de Lagos fait face au défi de l'urbanisation galopante. Dans la ville de Lagos, le logement est devenu une source de conflit entre les autorités et la communauté des pêcheurs. Environ 30 000 personnes ont été déplacées des bidonvilles flottants au large de la mégalopole. Faute de maisons, ils s'entassent dans des abris de fortune malgré les risques sanitaires et les intempéries. C'est la bâche que nous utilisons comme bouclier quand il pleut. Je mets mes enfants et ma femme dedans. Nous n'avons pas toujours une place pour dormir. Je pratique de la pêche pour m'occuper de ma famille. Quand le gouvernement est venu, ils ont brûlé ma maison, mon bateau, ma machine et mes filets. Je n'ai plus rien d'autre que ces vêtements sur moi. Nous avons squatté cette maison qui n'est pas la nôtre, car nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Je dors dans ce bateau qui n'a pas de toit avec ma famille. Lorsqu'il pleut, nous sommes mouillés, tout comme nous sommes exposés aux rayons solaires. La ville de Lagos connaît un développement fulgurant. Elle enregistre un taux élevé de natalité et l'arrivée de milliers de personnes par jour en provenance des régions rurales à la recherche d'emploi. Après l'expulsion des pêcheurs de la péninsule de Lekki, le gouvernement de l'État de Lagos avait avancé des raisons sanitaires et de sécurité. Pourtant, plusieurs gratte-ciels, des hôtels et des centres commerciaux ont poussé dans la zone. Une injustice selon les organisations de défense des droits de l'homme.
On a comme l'impression que le gouvernement de l'État de Lagos tente de repousser et d'éloigner les pauvres de la ville. Les actes posés pour le déguerpissement des pêcheurs et la manière sont injustes. Au sein des pêcheurs aussi, il n'y a pas assez de solidarité pour y faire face. La ville de Lagos abrite 23 millions d'habitants. Son principal défi reste le logement. Les autorités de l'État de Lagos ont ignoré une injonction judiciaire interdisant la démolition des logements des pêcheurs. La péninsule de Lekki est convoitée par plusieurs sociétés immobilières. D'ici 2050, la population du Nigeria doublera pour atteindre 400 millions d'habitants, ce qui fera de lui le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde, selon les estimations de l'ONU.